Imaginez ce son, ce bruit, là très sec, strident, du verre qui explose en mille morceaux. Instinctivement, on pense tout de suite aux éclats, aux dangers. Et maintenant, visualisez une scène beaucoup plus courante, un pare-brise de voiture après un impact. Il est fissuré, oui, il y a comme une toile d'araignée dessus, mais tout reste en place, pas un éclat qui vole. Alors comment on passe de cette fragmentation hyper violente à cette cohésion presque magique? Et c'est exactement la question. Cette différence, en fait, ce n'est pas de la magie. C'est une technologie de sécurité assez brillante qu'on côtoie tous les jours sans même y penser. Absolument. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une innovation qui a changé nos vies, mais en silence. Le verre de sécurité feuilleté. Pour ça, on s'appuie sur une documentation technique assez dense qui s'appelle Principes et applications du verre de sécurité feuilleté. Notre mission, c'est de rendre tout ça limpide, comprendre la science derrière, remonter à son origine, qui est une histoire assez folle, et puis voir comment on la retrouve partout autour de nous. Oui, de la baie vitrée du salon jusqu'au coffre-fort d'une banque. C'est ça. Et comme souvent avec les grandes inventions, tout ne commence pas avec un grand plan de recherche, Non, non. mais avec une simple maladresse. Un accident, au fond. Alors repartons du début. On n'est pas dans un labo de pointe avec des blouses blanches. Non, non, pas du tout. On est en 1903 à Paris. J'imagine un atelier un peu encombré et tout part d'un objet qui tombe par terre. C'est tout à fait ça. L'histoire, c'est celle d'un chimiste et artiste français, Édouard Bénédictus. Un jour, dans son laboratoire, il fait tomber une fiole en verre d'une étagère. Le choc est assez violent. Il s'attend au fracas habituel, à devoir balayer les débris partout. Oui, le grand classique. Mais là, à sa grande surprise, le flacon est au sol, il est entièrement fissuré, mais il a gardé sa forme. Les morceaux, bien que brisés, sont restés solidaires. Attends, la plupart des gens auraient juste soufiré, ramassé le truc en un seul morceau et l'auraient jeté en se disant « tiens, c'est marrant ». Qu'est-ce qui a fait tilt dans sa tête à lui? C'est là que le génie de l'observation entre en jeu. Bénédictus se souvient que ce flacon avait contenu une solution de nitrate de cellulose, une sorte de plastique liquide de l'époque. La solution s'était évaporée, mais elle avait laissé un film transparent, presque invisible, collé à l'intérieur du verre. Ah! Et il comprend que c'est ce film qui a agi comme une colle, en fait. Un réseau invisible qui retenait tous les fragments. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le déclic, ce n'est pas la chute, c'est la connexion qu'il fait. Il ne voit pas juste un flacon cassé, il voit un principe. L'union d'un matériau rigide, cassant, le verre, avec un matériau souple et tenace, ce film de cellulose. Exactement. Il a immédiatement vu le potentiel. À cette époque, l'automobile est en plein essor, et les accidents sont dramatiques, notamment à cause des pare-brises en verre ordinaire qui explosent au visage des gens. Bien sûr. Bénédictus voit dans son flacon la solution. Il a l'idée de prendre 2 plaques de verre et de les sandwicher avec une feuille de ce même plastique. C'est l'acte de naissance du verre feuilleté. Et le principe fondamental est là. En cas de rupture, l'intercalaire retient les morceaux et ça maintient une barrière. C'est une histoire incroyable, mais j'imagine qu'aujourd'hui on n'utilise plus ce nitrate de cellulose un peu artisanal de 1903. La recette a dû être bien améliorée. On met quoi aujourd'hui entre les deux feuilles de verre? Alors la structure de base reste la même, mais l'intercalaire, lui, a connu une évolution spectaculaire. Aujourd'hui, le champion incontesté, c'est un film plastique qu'on appelle polybutyral vinylique, ou plus simplement PVB. C'est le standard dans 99% des cas. PVB. D'accord. Qu'est-ce qui le rend si spécial? On ne peut pas juste mettre un film cellophane entre deux vitres, j'imagine. Quelle est la propriété qui lui permet de stopper un projectile sans se déchirer? Sa propriété clé, c'est un équilibre parfait entre une très très forte résistance à la déchirure et une grande élasticité. Il est incroyablement tenace. Et pour des applications encore plus exigeantes, on utilise des intercalaires dits ionoplastes, comme le Centriglass, le SGP, qui sont encore plus rigides. Le choix dépend vraiment de la performance qu'on attend. D'accord, on a nos feuilles de verre, notre film de PVB. Comment on assemble tout ça pour que ça devienne un bloc unique et surtout parfaitement transparent? Ça doit être un procédé complexe pour éviter les bulles, non? Ah oui, c'est un processus industriel de très haute précision. On superpose les feuilles de verre et les films de PVB dans une salle blanche pour éviter toute poussière. Logique. Ensuite, ce sandwich passe dans un autoclave. C'est une sorte de four industriel géant. Là, le vitrage est soumis à une température d'environ 140 degrés et une pression de près de 12 bars.
Et cette combinaison de chaleur et de pression, elle chasse la moindre bulle d'air et fusionne les couches de manière moléculaire. Ah, d'accord. Le résultat, c'est un composite monolithique optiquement parfait. Et donc, quand il y a un impact, que se passe-t-il au niveau de la physique du truc? C'est là que l'intelligence du matériau entre en jeu. Quand un objet frappe le vitrage, la première couche de verre, qui est rigide, se fissure. En faisant ça, elle absorbe déjà une première partie de l'énergie. Hmm. Mais l'énergie qui reste est transférée à l'intercalaire en PVB. Et là, grâce à son élasticité, le film se déforme, il s'étire et il absorbe le reste de l'énergie, un peu comme un trampoline qui réceptionne un sauteur. Donc, si je comprends bien, la résistance du système ne vient pas de la dureté du verre, mais paradoxalement de la souplesse de ce qu'il y a au milieu. C'est exactement ça. C'est complètement contre-intuitif. C'est ça. Le verre encaisse, le plastique absorbe. Et c'est pour cette raison que même si le verre est complètement fracturé, l'ensemble reste en place, solidaire. L'intercalaire agit comme un filet de sécurité. C'est très clair, mais ce qui m'a surprise dans la documentation, c'est que cette résistance au choc, en fait, c'est presque la partie visible de l'iceberg. Il y a plein de bénéfices cachés. Absolument. Et le premier, c'est un avantage auquel Benedictus n'avait sans doute pas pensé. L'intercalaire en PVB est un excellent filtre pour les rayons ultraviolets. Il bloque plus de 99% des UV qui sont responsables de la décoloration. C'est incroyable ça. Donc en cherchant à éviter que les gens se coupent, on a inventé par accident l'une des meilleures protections solaires pour nos intérieurs, nos meubles, nos œuvres d'art. C'est un effet secondaire assez génial. C'en est un, et il est très apprécié, oui. Un autre avantage majeur, c'est l'isolation acoustique. Alors ça, c'est encore plus étonnant pour moi. Intuitivement, on pense que le verre est une surface dure qui transmet bien le son. Comment un simple film plastique peut changer ça? En utilisant des intercalaires acoustiques spécifiques. Ce sont des PVB un peu plus souples, conçus pour avoir des propriétés d'amortissement. Quand les ondes sonores frappent le vitrage, elles le font vibrer. Cet intercalaire spécial, lui, absorbe ces micro-vibrations et les dissipe sous forme de chaleur. D'accord. Et ça empêche le son de passer efficacement d'une face à l'autre. Un vitrage feuilleté acoustique est bien plus performant contre le bruit du trafic, par exemple, qu'un double vitrage standard. Le document va même jusqu'à mentionner une résistance au feu. Là, on est carrément dans la science-fiction. Du verre qui arrête les flammes. Alors, il s'agit d'une technologie très spécifique, le verre feuilleté à gel intumescent. C'est un assemblage complexe avec plusieurs feuilles de verre et des intercalaires qui sont des gels transparents. En cas d'incendie, quand la température monte, vers 120 degrés Celsius, ce gel réagit. Il se transforme en une mousse dure, opaque et très isolante qui bloque la chaleur et les flammes. C'est fou. Il devient un véritable mur coupe-feu transparent. Mais dans nos bâtiments, où est-ce qu'il est indispensable? Ce qui est fascinant, et le document l'explique très bien, c'est que les applications sont structurées par les normes. Il y a en gros deux grandes familles d'usages. 2 familles, c'est-à-dire? La première famille, elle vise la sécurité des personnes. Elle est régie par des normes comme la SNEN 12600. L'objectif ici, c'est d'empêcher les blessures en cas de choc accidentel. On veut éviter qu'une personne, un enfant par exemple, ne passe au travers d'un vitrage, ce qui pourrait causer des coupures gravissimes ou une chute. Ah oui, c'est une distinction importante. D'un côté, on se protège d'un accident, et de l'autre, on va le voir, d'une agression. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Concrètement, pour la sécurité des personnes, on le met où? Partout, il y a un risque de chute humaine. Les baies vitrées qui descendent jusqu'au sol, les porte-fenêtres, Hmm. et bien sûr, les garde-corps de balcons, de mezzanines, ou les rampes d'escalier tout en verre. C'est aussi obligatoire pour les verrières au-dessus des zones de passage. Les directives suisses, comme la SIGAB, sont très strictes là-dessus. C'est une protection passive, mais qui sauve des vies. D'accord, ça c'est pour nous protéger de nous-mêmes en quelque sorte. Et la deuxième grande famille, c'est quoi, Sam? La deuxième famille, c'est la sécurité des biens. Là, on bascule dans le monde du vitrage anti-effraction. La norme de référence, c'est la SNEN 356. L'ennemi, ce n'est plus l'accident, c'est l'attaque intentionnelle. L'objectif, c'est de retarder ou d'empêcher une intrusion. Et là, j'imagine que tous les verres ne se valent pas. La fenêtre d'un pavillon n'a pas besoin de la même résistance que la vitrine d'une bijouterie de luxe. Précisément. La norme définit plusieurs classes de résistance. Les premières classes, P4A ou P5A, sont conçues pour résister au vandalisme simple, un jet de pierre, un coup de pied, ou aux effractions d'opportunité. C'est le vitrage qu'on recommande pour le résidentiel, les bureaux ou les commerces classiques. D'accord, et pour la bijouterie alors? Comment on monte en gamme? Pour les sites très sensibles, on entre dans les classes supérieures, P6B, P7B et P8B. Là, on parle de vitrages de très haute sécurité. Ce sont des multicouches complexes,
parfois avec plus de 10 feuilles de verre et d'intercalaire. Ah oui, quand même. L'épaisseur peut dépasser 5 ou 6 cm. Et les tests de certification n'ont plus rien à voir. Justement, quand le document parle de tests à la masse et à la hache, pour ces classes, ça se passe comment concrètement? Il y a un ingénieur dont le travail, c'est de taper sur des vitres avec une hache? C'est presque ça. Pour certifier un verre P8B, par exemple, un opérateur doit frapper le vitrage plus de 70 fois avec une hache et une masse, en suivant un protocole très précis. L'objectif, c'est de voir combien de temps il faut pour créer une ouverture de 40 par 40 cm. Suffisante pour laisser passer quelqu'un? Exactement. Et pour ces vitrages, on parle de plusieurs minutes de résistance face à un assaillant qui est déterminé et équipé. C'est un temps précieux qui permet aux forces de l'ordre d'intervenir. À la hache, on est très loin de la petite fiole de Bénédictus qui tombe de son étagère. C'est une évolution spectaculaire, oui. Alors, qu'est-ce que ça implique pour un commerçant si je veux le top de la sécurité? Il suffit que je commande un verre P8B et c'est bon. C'est un point absolument crucial que la documentation met en avant, et c'est l'erreur à ne pas faire. Le verre, aussi résistant soit-il, n'est qu'un seul des éléments de la sécurité. Pour qu'un vitrage haute sécurité soit efficace et reconnu par les assurances, il doit impérativement être installé dans un châssis. Le cadre de la fenêtre. Voilà, le cadre, qui est lui aussi certifié anti-effraction selon des normes comme la ASN ENC 127. Donc, si je comprends bien, avoir une vitre qui résiste à une hache, mais dans un cadre en bois bas de gamme qu'on peut forcer avec un simple tournevis, ça ne sert absolument à rien. Exactement. C'est le principe du maillon le plus faible. La sécurité d'un ensemble, c'est la résistance de son composant le moins performant. Un vitrage P8B n'a de sens que dans un cadre certifié RC3 ou RC4, avec des peines de sécurité, une poignée qui se verrouille. C'est le système complet qui assure la protection. C'est une excellente clarification. On boucle la boucle là. On est parti d'une observation fortuite dans un labo parisien en 1903 et on arrive à des systèmes ultra sophistiqués. Le verre feuilleté, ce n'est donc pas juste du verre plus solide. C'est une ingénierie de matériaux composites qui nous protège de plein de façons. Des coupures, des chutes, des UV, du bruit et bien sûr des intrusions. C'est le résumé parfait. Et toute cette évolution qui est centrée sur la performance de l'intercalaire, eh bien ça soulève une question vraiment intéressante pour l'avenir. Ah, Le document décrit des films plastiques qui apportent des propriétés acoustiques anti-feu. L'innovation, elle est clairement dans ce composant souple. Si cette tendance se poursuit, au-delà de la simple résistance, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des façades en verre qui ne seraient plus de simples barrières passives, mais des surfaces actives? des surfaces actives. Oui, des surfaces capables de gérer la lumière en devenant opaques sur commande, de moduler la chaleur ou même d'intégrer des cellules photovoltaïques transparentes pour collecter de l'énergie. Le verre, en fait, pourrait cesser d'être une simple paroi pour devenir un organe dynamique et intelligent du bâtiment de demain.